Vous m'entendez? Mais oui. Bonjour à tous et merci d'être présents à cette sixième édition des Trophées Logement et Territoire. Quelle a été notre idée en créant ces trophées? Eh bien, c'était de vous réunir, vous, acteurs du logement privé, du logement social, des associations solidaires et des territoires. Parce que je crois que la fameuse chaîne du logement dont on entend si souvent parler, eh bien, c'est une réalité, mais que souvent cette chaîne est un peu ou interrompue ou partielle, et que se réunissent, bien entendu, les grands professionnels du secteur, mais un peu par catégorie. Et notre idée, notre ambition, notre espoir, c'est de vous réunir pour que vous puissiez échanger, discuter, mais aussi pour couronner les meilleures initiatives, les projets, les programmes, puisque le logement, ce sont bien sûr des hommes, mais aussi des immeubles. Et donc cette matinée, je vais laisser le soin à Philippe Pelletier, qui est le président de notre jury, de vous la présenter en deux mots, mais elle s'articule autour de deux pôles. Un débat, on vous donnera d'abord des chiffres, puis un débat où vous allez pouvoir discuter ensemble des grandes thématiques actuelles du logement, l'innovation, les loyers et d'autres. Et puis un moment de célébration, parce que je crois que c'est important de se réunir aussi pour faire un peu la fête et pas seulement pour parler des problèmes, mais pour mettre en avant tous ceux qui travaillent et qui agissent, qui seront ces trophées que nous remettrons en fin de matinée tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une très belle matinée d'abord de travail, de réflexion. Je vous vois tendu vers le but, décidé à réfléchir. Mais oui, vous êtes déjà très concentrés, je vous en remercie. Et je donne la parole à Philippe Pelletier sans attendre. Merci. Pascal Bonnefille a déjà tout dit pour annoncer les deux débats. J'ajoute simplement un mot. Ces deux débats ont une tonalité distincte. Dans un premier temps, une réflexion partagée autour d'idées, de solutions, de voies pour faire que chacun dans notre pays ait le logement adapté qui lui convient. Et vous aurez remarqué que la parole va être principalement donnée à des gens de terrain, des gens qui mettent en œuvre des solutions pour essayer de favoriser ce bon accès au logement. Et puis, le deuxième débat nous conduira à des travaux pratiques, pour autant qu'on puisse le faire quelques semaines après l'entrée en vigueur à Paris de l'encadrement préfectoral des loyers. Il va s'agir de réfléchir ensemble et d'échanger sur le bien fondé de cette voie de régulation des loyers qui a été décidée en 2014 et qui vient d'être mise en œuvre. Mais pour que tout ça se déroule de façon éclairée, c'est d'abord Michel Mouillard qui vient vous rappeler les grandes données du sujet. Bonjour. Donc Pascal m'a dit le programme est très serré, tu as entre 8h50 et 9h. Bon, voilà. Bien. Voilà. Donc le thème repris sur tous les fronts. 5 questions, crise en crise. Ça va être le point de départ. Et puis on finira par se demander si cette reprise est vraiment durable. Donc première question que l'on se pose, de crise en crise. Merci, de crise en crise. S'il vous plaît. Merci, voilà. De crise en crise. Donc, point de départ, 30 années de crise. 30 années de crise, ici, l'évolution de la construction, simplement pour résumer tout cela, on aurait pu prendre n'importe quoi d'autre, l'activité du logement ancien, ça aurait été pareil. 4 crises. Une majeure, la Grande Dépression. Et puis 3 crises qu'on va qualifier de mineures, mais surtout qui nous intéressent le plus. Pourquoi ? Parce que derrière un événement international mineur,
il y a eu des orientations de la politique du logement. Et quand on regarde en détail, on s'aperçoit que ces crises, finalement, ont pratiquement toutes été déclenchées, hormis la Grande Dépression, par des réductions des engagements publics en faveur de l'accession à la propriété, en faveur de l'investissement locatif privé et parfois en faveur du locatif social. 4 crises qui se sont traduites finalement par des reprises. Une seule a été véritablement portée par les pouvoirs publics, c'est celle de 2010-2011, et des reprises qui sont des reprises qui la plupart du temps se sont adossées soit à une reprise économique, ça a été le cas des crises des années 90, soit, comme on va le voir, une reprise qui est adossée à une évolution de conditions de crédit. Mais toujours est-il que derrière ces crises, on aura perdu simplement depuis 2007-2008 200 000 emplois. On aura une crise du logement qui s'est durcie avec un déficit toujours estimé à 1 million d'unités. On aura maintenant, les pouvoirs publics le reconnaissent et l'INSEE aussi, une crise qui a pollué la croissance économique générale. Mais derrière la crise, on a maintenant une reprise qui s'amorce. Donc, on a une reprise qui s'amorce. Deuxième diapo. Merci. La reprise qui s'est amorcée s'alimente de 3 conditions majeures. La première, et il faut bien s'en souvenir, un moral des ménages. Un moral des ménages s'est formidablement amélioré, puisque en octobre dernier, le moral était revenu au niveau qui était le sien en 2007 à la même époque. Cela signifie donc que l'amélioration de ce moral produit un effet majeur sur les marchés immobiliers. Pas seulement, on le voit avec les crédits à la consommation aujourd'hui, mais sur l'immobilier en général. Puis on a un discours public. Un discours public qui a changé, puisque tout le monde se souvient du discours du Premier ministre à l'été 2014 et des dispositions qui ont été annoncées dans la foulée. Et puis des conditions de crédit. Et ces conditions de crédit, précisément, ce sont déjà celles qui avaient permis au marché des logements anciens de repartir dès l'été 2013. La reprise du marché de l'ancien de l'été 2013 avait été très rapide, très forte, mais elle a été cassée, vous en souvenez, au printemps 2014. Comme on dit pudiquement, ce sont certaines dispositions de la loi Allure. Mais les conditions de crédit ont une conséquence. Elles ont permis une amélioration sans précédent de la solvabilité de la demande. Et ici, pour l'illustrer, simplement le taux d'effort des accédants à la propriété, neufs et anciens confondus. Et on voit que le niveau auquel on est parvenu en 2014 nous ramène avant. Et comme en 2015, le taux d'effort continue à baisser, on est sur à peu près 25% sur les accédants à la propriété. Tous les accédants à la propriété en bénéficiant, même les primo-accédants, eh bien, on est revenu aujourd'hui sur des taux d'effort qui sont comparables à ceux qu'on connaissait au début des années 2000. Donc, tous les ingrédients étaient bien réunis pour que la reprise pointe le bout de son nez. Et alors, cette reprise, elle est très vive. 3e diapo. Elle est très vive sur tous les secteurs. Que ce soit la promotion immobilière, que ce soit la construction de maisons individuelles, que ce soit le crédit, que ce soit le marché de l'ancien, tous les indicateurs que l'on peut prendre nous donnent une croissance à 2 chiffres. Cette croissance à 2 chiffres, finalement, elle n'est pas étonnante puisque chaque reprise est associée à une vigueur de reprise comparable. Une vigueur de reprise, donc qui ne surprend pas, mais qui se retrouve pas partout dans tous les chiffres. Et on le voit simplement pour le clin d'œil de plaisir. Seul Citadel, seul le niveau de la construction n'a pas encore compris que les marchés étaient bien repartis. Et même, je vais vous dire, quand on regarde le niveau de la construction qui est publié par Citadel, pour l'année 2013, il était de un peu moins de 407 000 logements. Et c'est le chiffre qui était publié en décembre 2014. Et en septembre 2015,
le même système statistique nous disait que le niveau de la construction pour l'année 2013 était tombé un peu moins de 393 000 unités. C'est-à-dire qu'en l'espace de 9 mois, on a perdu 2,7% de mise en chantier. C'est bête. Ça signifie qu'on a toujours autant de mal à compter le nombre de logements qu'on construit en France. Mais c'est bien parce que plus ça descendra, plus ça permettra à la reprise d'être vigoureuse, au moins dans les chiffres. Bon, mais cette reprise telle qu'elle est, on va passer à la 4e diapo. S'il vous plaît, merci. Mais cette reprise, elle a besoin de toute façon d'être amplifiée. Elle a besoin d'être amplifiée, cela est répété depuis suffisamment longtemps. Illustrons-le, quand on voit ce qui va se passer en 2015, le niveau de la construction sera inférieur à ce qu'il était en 2006-2007, quand on construisait près de 500 000 logements par an. En 2006-2007, on construisait finalement 42% de logements de plus qu'en 2015. Et puis, le marché de l'ancien était alors très actif. Il y avait 25% de logements de plus achetés par les ménages. Donc, il y a un petit quelque chose à faire. Un petit quelque chose à faire, non pas que les chiffres soient tyranniques, mais simplement parce que la crise du logement ne pourra être réglée que si véritablement on construit suffisamment, beaucoup, partout et pendant longtemps. Et puis, on a besoin pour cela aussi d'une bonne fluidité, d'où l'importance de la consolidation et de l'amplification de la reprise du marché de l'ancien. Par quoi ça passera? Par l'amplification de la primo-accession à la propriété. Parce qu'en 2015, en dépit de la reprise, le niveau de la primo-accession va être de 150 000 unités inférieur à ce qu'il était en 2006-2007. Alors, ce n'est pas en raison de niveau de taux d'intérêt mal placé, ce n'est pas en raison, non. C'est tout simplement que ces primo-accédants, modestes, jeunes, n'ont pas généralement l'apport personnel. Alors, on regarde évidemment du côté du prêt à taux zéro. Et on est rassuré puisque la baisse des taux de l'OAT fait qu'aujourd'hui, un prêt à taux zéro coûte 50% moins cher que ce qu'il coûtait en 2013. Donc finalement, on peut imaginer que cela soit une bonne solution. D'autant que si on veut regarder plus à fond, on s'aperçoit que qu'est-ce qui est important pour relancer la primo-accession? Le différé d'amortissement, l'effet apport personnel, peut-être un peu l'effet taux zéro pour le neuf, mais certainement pas pour l'ancien. Donc on pourrait très bien avoir un prêt à taux zéro qui ne soit pas à taux zéro dans l'ancien. L'avantage, c'est qu'il ne coûterait rien au budget de l'État. Si on mettait un prêt à taux zéro à 1% dans l'ancien, ça coûterait un logement ancien avec un tel produit d'aide à la primo-accession reviendrait à peu près à 300 € la pièce à l'État, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on peut parfaitement imaginer une amplification de la reprise par la primo-accession sur des ménages modestes, mais évidemment sur les territoires où la demande s'exprime, c'est-à-dire la zone C, la zone B2 et un peu la zone B1. Voilà, donc maintenant, la question qui va se poser pour finir, et est-ce que cette reprise est durable? Alors tout d'abord, il faut régler une question, c'est bien, la reprise, finalement, elle n'aura pas été portée par la baisse des prix. On va se tourner du côté d'Eurostat pour regarder. Entre 2007 et 2014, les prix des logements en France, neufs et anciens confondus, auront cru de 0,1%. De 2011 à 2014, ils auront baissé de 1,3%. En moyenne chaque année. Ça signifie que ce n'est probablement pas du côté de l'évolution des prix qu'on trouve la manière dont la demande a pu être solvabilisée. Et évidemment, la France, c'est un mauvais élève puisqu'elle fait comme le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Les prix baissent depuis 2011. Mais souvenons-nous qu'en dépit de ce qui peut être dit, c'est Eurostat, les prix augmentent partout en Europe. En Belgique, en Finlande, etc. Même en Allemagne, vous savez, le grand modèle qui nous a dit que tout allait bien. Ils augmentent de 3% par an. Voilà. Donc, ce n'est pas du côté des prix
Qu'est-ce qui peut déstabiliser la reprise? Ce n'est pas le surendettement des ménages, ce n'est pas les défauts bancaires, c'est pas les... Non. Le risque le plus important, c'est aujourd'hui ce qui s'appelle le comité de Bâle et la manière dont ce comité propose une réforme du système de financement du logement. Partout, en France notamment, cela se traduira, si les décisions sont prises, par la fin des prêts à taux fixes, des durées longues, par la fin ou la formidable transformation et dénaturation du système de la caution. Et en général, ça se traduira par le fait que le risque sera reporté du prêteur, c'est le cas du modèle français, vers l'emprunteur, c'est le cas du modèle anglo-saxon, avec derrière la généralisation de l'hypothèque. Formidable modèle, on s'en souvient, c'est la crise des subprimes, et c'est la conséquence qu'on a connue avec plusieurs millions de ménages à la rue aux États-Unis, au Portugal, en Espagne, en Italie. Voilà, c'est un beau modèle. Le modèle français est peut-être meilleur parce qu'il leur a permis de traverser des crises sans casse sociale, sans casse économique, et il leur a permis en outre de relancer, d'assurer une reprise que les finances publiques n'avaient pas permis d'assurer jusque-là. Voilà, bonne matinée, travaillez bien, à l'année prochaine. Bonjour à tous et merci à Michel Mouillard pour cette intervention. Je précise que vous retrouverez l'intégralité de l'intervention sur notre site web très vite et une synthèse dans le document qui vous sera remis à l'issue de cette matinée. J'ai autre chose à vous dire. Vous avez peut-être, si vous avez regardé Twitter, constaté qu'on va tenter un live tweet. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait tweeter, réagir avec le hashtag #TLT 2015. Eh bien voilà, on peut commencer maintenant cette première table ronde. J'appelle ici aux différents sièges qui vous attendent Bruno Delettré. Bruno Delettré, où êtes-vous? Voilà. Alors, Bruno Delettré, vous êtes le directeur général du Crédit Foncier. Vous êtes aussi le président du groupe de travail réuni par l'Institut Montaigne. Le thème de cet institut, le thème de ce groupe de travail, politique du logement, faire sauter les verrous. On voit bien qu'on est au cœur du sujet. J'appelle également Alain Dinin. Alain Dinin, vous êtes président de Nexity, vous êtes un constructeur, vous allez pouvoir nous apporter votre éclairage. Troisième personne, Yves Lafaucrière, vous êtes le président, directeur général plutôt de 3F, directeur général, voilà. Et Alain Weber, vous êtes membre du pôle logement de Terra Nova. Vous allez être, avec Bruno Delettré, notre représentant des think tanks. Voilà, Catherine, donc on lance le débat avec peut-être... avec une question. Avec une question. Avec la une même question. à chacun d'entre vous. Eh bien oui. Voilà. Elle est simple et on vous demande en une phrase, quelques mots, quelles idées pour le logement de demain. Donc je vais vous interroger dans l'ordre. Donc, Monsieur Delettré, quelles idées, s'il fallait synthétiser, pour le logement de demain? Alors, difficile de commencer. Je dirais, moi, je suis financier, donc ce qui me paraît important, c'est que on ait du logement qui soit pas trop cher à l'avenir, parce que l'environnement de taux bas que décrivait le professeur Mouillard n'aura qu'un temps. Très bien. Alain Midin, je pense que là, des logements pas chers. Non, pas du tout, non. En une phrase sur le logement de demain, la prise en compte de la démographie et de l'évolution de la société. Yves Lafaucrière. En une phrase, plus de pouvoir au territoire, moins d'État et mieux d'État. Voilà. Oui, alors une phrase toujours difficile. Ça s'appelle logement et territoire, les trophées. Je trouve qu'effectivement, mais Yves Lafaucrière m'a déjà un petit peu volé l'idée, c'est-à-dire davantage de territoire, davantage de rôle des territoires pour plus d'efficacité et plus de justice. Alors le logement de demain, c'est surtout construire plus, construire mieux, construire peut-être moins cher. Première question à vous, Alain Dinin.
le logement de demain, est-ce que vous le préparez aujourd'hui? On essaye, oui. Peut-être rebondir sur l'intervention de Michel Mouillard qui a commencé, comme on se le disait avec Yves, par un élan d'optimisme sur la reprise pour terminer sur quelque chose d'assez catastrophique. Au final, je partage assez bien ces thèmes-là. Le logement de demain, c'est probablement quelque chose qui tient compte beaucoup plus de l'offre que ce que l'on vient de faire dans les quelques dernières années, c'est-à-dire la demande. Qui tient beaucoup plus compte de la problématique du vivre ensemble et de l'évolution de la société, de la démographie, comme je l'évoquais il y a quelques instants, la composition des ménages, que sur il faut trouver un système politique qui vient aider à financer le logement en permanence. Donc les problématiques qui vont être les nôtres pour demain, telles que chez Nexity on travaille, et sur ce qu'on travaille en particulier, sont des exemples concrets. 61% de la population qui est monoparentale. Est-ce que lorsqu'aujourd'hui, par exemple en Ile-de-France, vous avez plus de 50% des gens qui divorcent, quelle est la problématique du logement et du vivre ensemble? Est-ce qu'il faut continuer d'être propriétaire? Alors, nous allons bénéficier, je crois que le président de la République l'a dit, nous allons bénéficier d'un renouveau du prix à taux zéro. Je suis assez en opposition avec Michel Mouillard, mais ça fait très longtemps, Michel, qu'on n'a pas eu l'occasion de bavarder ensemble sur il faut relancer absolument la primo-accession. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait être propriétaire absolument dans un monde qui est du partage, de l'usage, de la mixité géographique, du vieillissement de la population, d'un certain nombre de sujets comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas, nous, les opérateurs privés, travailler beaucoup plus sur la composition de l'ensemble du dispositif? Est-ce que, parce qu'il y a 55% de propriétaires en France, il faudrait que les 45 autres deviennent absolument propriétaires? Est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Et au final, pourquoi est-ce qu'on veut être propriétaire? Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que, confusément, on sait que si on n'est pas propriétaire à l'âge de sa retraite, on aura un problème pour financer son niveau de vie parce qu'on aura des retraites plus basses et que, eh bien, ce serait bien qu'on n'ait plus de loyer à payer et donc qu'on soit propriétaire. Mais si on veut l'être, ce n'est pas la relance de la primo-accession qu'il faut évoquer, c'est le mode de financement. C'est-à-dire, au final, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des prêts sur 40 ans? Est-ce que, quelque part, le démembrement, par exemple, ne peut pas être un des sujets? Est-ce qu'il ne faut pas repenser phalanstère? Est-ce qu'il ne faut pas repenser béguinage? Est-ce qu'il ne faut pas remêler les populations? Voilà les sujets, je ne vais pas monopoliser sur ce thème-là, mais si je cherche à ouvrir quelques portes aujourd'hui, c'est ces thèmes-là qu'on travaille chez Nexity. En fait, on s'occupe de ça. Alors après, bien entendu, sur la notion de l'offre, on va travailler sur quelque chose d'un petit peu de très abstrait actuellement, c'est comment pourrait-on fabriquer un logement accessible, alors ou pour le louer ou pour l'acheter, ou en tout cas pour y habiter, en faisant semblant, en se disant, tiens, dans 5 ans d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'aide de l'État. Comment est-ce que je travaille aujourd'hui avec une collectivité qui n'a plus les moyens de se financer, qui ne trouve pas de crédit pour faire son développement, et qui en même temps, parce qu'elle n'a pas de quoi payer ses équipements urbains et l'ensemble de ces sujets, c'est le thème des territoires, eh bien, elle ne développe pas, ne lance pas les permis de construire et ne permet pas, au fond, à la population d'arriver de trouver un logement accessible. Comment est-ce qu'on doit modéliser les coûts de construction, ou le mode de fabrication, le mode d'espace, etc., pour trouver ce type de solution qui viendrait travailler sur la demande, enfin sur l'offre, c'est-à-dire en fait baisser le prix de l'offre, travailler différemment avec les collectivités, ouvrir de nouveaux chantiers dans ce sens. Comment est-ce que quand on est un promoteur comme vous, on peut avoir un discours disant finalement je ne cherche pas forcément à vendre à des primo-accédants ou à des futurs propriétaires? Ah non, cette année on cherche à vendre. J'ai compris que c'était enregistré. La dernière fois que j'ai dit quelque chose du genre la reprise c'est peut-être qu'un rebond au fond comme la balle, voilà. Et puis c'est très bien, plus 25% ou plus 20% sur le premier semestre. Mais au final, si on regarde par rapport à l'année dernière, où on était à moins 40, on est toujours à moins 20 par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, du coup, mon cours de bourse a baissé de 10%. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ici. Je dis clairement, pour la période actuelle, pour les 3-5 ans qui viennent, la seule chose qu'on fait, c'est on produit des logements, on essaie d'acheter des terrains, de combiner les habitats pour faire quelque chose. Et au quotidien, les équipes de Nexity travaillent là-dessus. Mais moi, je ne suis pas au quotidien. Là, on est dans le thème de cette table ronde, c'est la prospective. Bien sûr. La prospective, c'est de se dire que, bon, on est dans un système, d'abord, c'est très lent, le logement. Tout est long. Tout est long. Voilà. Et de plus en plus long. Et de plus en plus compliqué.
Lorsque je vois que, par exemple, Mme Ségolène Royal est en train d'étudier comment mettre les associations de consommateurs à l'origine de l'avis sur les permis de construire, je dis que les choses ne vont pas tellement s'arranger. Lorsque je vois qu'en Ile-de-France, l'année prochaine, on va se retrouver dans une phase intermédiaire où les PLU vont changer d'endroit de responsabilité, eh bien, pendant 1 an ou 1 an et demi, on va avoir encore un gel de tout ce qui n'aura pas été modifié au 31 décembre de cette année. Donc, tout ça, c'est très long. Donc là, on est sur des éléments de prospective. On projette à 5 ans. Cette année, on produit, et pour l'année prochaine, on achète des terrains. On le fait comme tous ici dans la salle, tous ceux qui sont dans ces métiers-là. On essaie de trouver le bon prix et de penser que peut-être fin de l'année prochaine, les taux d'intérêt pourraient avoir une petite tendance à remonter, que donc on perdrait de la solvabilité de nos acquéreurs. Pas oublier aujourd'hui, et je parle sous contrôle de M. Delettré, mais aussi des banquiers dans la salle, les taux d'intérêt ont suffisamment baissé pour redonner en équivalent de mensualité une baisse des prix de l'ordre de 13%. Oui. Bon, alors une remontée des taux. Donc on travaille bien sûr sur tous ces sujets-là, sur le jour le jour. Mais bon, si on considère que notre cycle immobilier à tous, nos réflexions, nos carnets de commandes, c'est les 2-3 prochaines années sont déjà faits, puisque en France, le système de la vente en état futur d'achèvement protège pas mal des crises. On sait donc comment vont être nos 2 prochaines années. On doit travailler pour l'année N+3, N+4, N+5. Eh bien, qu'est-ce que seront les taux d'intérêt? Qu'est-ce que sera l'appétit des investisseurs institutionnels? C'est quoi le logement intermédiaire? C'est quoi l'usage? Comment c'est enfin voilà, c'est des thèmes au fond qui à cet instant-là n'ont pas de réponse concrète. Oui. Si j'en avais, d'abord je vous les donnerais pas, et puis je les mettrais en œuvre, mais on n'en a pas. Mais chez Nexity, on a beaucoup de gens qui travaillent sur ces thèmes-là. Merci Alain. Yves Lafaucrière, vous, le logement social, ça fait longtemps que vous travaillez sur les nouveaux modes d'habitat, de vivre ensemble. Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alain. Il y a quelque chose de nouveau dans le paysage, c'est que depuis quelques années, je crois que les bailleurs sociaux en France achètent à peu près 40 à 50% de la production de la promotion privée. Et donc c'est quelque chose de très important, quelque chose qui est un peu préoccupant parce que moi je ne constate pas le même optimisme que Michel Mouillard. Je constate beaucoup de programmes qu'on veut produire et qui sont encore ralentis parce que la commercialisation de la partie privée des programmes n'est pas assez rapide, donc les promoteurs n'arrivent pas à avoir les garanties financières d'achèvement et ça bloque une partie de la production sociale. Mais au-delà de ça, moi je crois qu'il y a, pour le logement de demain, je vois 2 idées majeures. D'abord, et je rejoins Alain sur tout ce qui a trait à la mobilité. C'est assez paradoxal, un groupe comme 3F, notre histoire fait qu'on produit surtout du logement locatif et on commence à faire à la marge un petit peu d'accession sociale à la propriété. On y est venu du reste par la vente de logements aux locataires et on a vu qu'il y avait dans le parc social des gens qui rêvaient de devenir propriétaires. Rêvaient de devenir propriétaires, soit en changeant de quartier, soit en restant dans le logement où ils habitaient. Et je pense que c'est bien que les frontières tombent, qu'il y ait un décloisonnement et que à la fois les promoteurs privés puissent inventer des parcours pour permettre aux gens d'être locataires avec du démembrement. Et c'est bien que le logement social permette également aux gens qui sont dans le logement social de bouger, de devenir propriétaires, soit de leur logement, soit d'acheter un logement dans le cadre du PSLA, d'accession sociale, soit dans la promotion privée. Donc ça, je crois que c'est très important. On ne réglera pas... Pour nous, dans le logement social, le problème n'est pas tellement celui des financements. On est très, très bien financé par la Caisse des dépôts et par le livret A qui est abondant et un taux extrêmement intéressant. Mais ce qui est important, c'est qu'on permette d'avoir durablement des loyers pas chers, des quittances pas chères, et à ces gens qui sont dans le logement social de pouvoir exercer une liberté, soit de rester autant qu'ils le veulent dans leur logement social, soit de devenir propriétaire. Alors quand on regarde les chiffres, justement, il y a très très peu finalement de locataires du parc social qui acceptent ou qui ont envie, peut-être qu'ils ont envie, mais en tout cas qui franchissent le pas et deviennent propriétaires par rapport aux objectifs en tout cas qui avaient été affichés. Non, je crois qu'il faut distinguer, il y a différents marchés. Dans les marchés détendus, on a un taux de rotation d'à peu près 15% de nos locataires qui quittent leur logement chaque année. Et s'ils quittent le logement, en général, c'est parce qu'ils deviennent propriétaires. Donc là, c'est assez fluide. Mais il est évident que plus un marché est tendu, plus l'avantage que vous avez en étant locataire est important par rapport au marché locatif privé, moins les locataires ont tendance à quitter leur logement social.
Mais en même temps, les politiques de vente du reste sont compliquées à mettre en œuvre dans le parc ancien. Il faut l'accord de l'État, il faut que les immeubles aient déjà 15 ans pour être bien amortis, il faut que les collectivités locales soient d'accord. Et les collectivités locales qui bien souvent ont l'œil fixé sur l'horizon des 20% de logements sociaux ou 25% de logements sociaux, ne sont pas toujours allantes pour qu'on vende du logement social. Mais à chaque fois qu'on met des programmes en vente à 2 locataires, on a dans les 2-3 premières années 50% du patrimoine qui est vendu, soit aux locataires qui occupent leur logement, soit lorsque les logements sont vides, d'autres locataires d'ailleurs qui viennent et qui achètent parce qu'on fait en plus des conditions intéressantes, on vend à 20% en dessous du marché local. Le deuxième point pour répondre à votre question sur le logement de demain qui me paraît très important, c'est que dans le fond, tous ensemble, qu'on soit promoteur, bailleur social, il faut arrêter de se dire qu'on produit simplement un logement. On produit de l'habité, un logement dans un quartier. Et à chaque fois que nous, bailleurs sociaux ou les promoteurs, on se contente de poser un programme à un endroit, si on ne pense pas en même temps transport, si on ne pense pas en même temps équipement de proximité, commerce, eh bien, ce n'est pas durablement attractif. Et donc, je pense que c'est pour ça que je disais en introduction que pour moi, le sujet est essentiel. Après, dans le fond, 30 ans de politique de décentralisation en France, la politique du logement est restée encore beaucoup trop centralisée. C'est quand même invraisemblable que dans ce pays, les loyers plafonds soient fixés par des décrets ministériels. Qui est mieux placé que le territoire? Alors, je ne sais pas si c'est l'agglo, si c'est le PCI, si c'est le département, si c'est la région. Ça, c'est au législateur de faire évaluer les choses. Mais ces choses devraient être fixées localement et on devrait, les opérateurs, qu'on soit des promoteurs, qu'on soit des bailleurs sociaux, contractualiser avec les territoires pour produire. On arrive quand même à ces aberrations dans certains marchés détendus par le côté centralisé bureaucratique de production de logement social. Il y a des loyers plafonds qui sont supérieurs au marché local, ce qui est tout à fait invraisemblable et qui ne devrait pas exister. Donc je pense que vraiment, le rapprochement des acteurs nous sommes des territoires, après 30 ans de décentralisation, doit être conforté. Du reste, on le voit bien, notre groupe opère au niveau national. On produit 8000 logements en France. Dans les territoires où la décentralisation est allée loin, où il y a des métropoles qui ont pris la délégation d'aide à la pierre, on arrive à travailler de façon rapide et plus efficace. Dans les territoires où le processus de décentralisation n'est pas terminé, et on peut citer bien évidemment l'Île-de-France, c'est extrêmement compliqué, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, on arrive à des délais de production qui sont anormalement longs. Je citerai du reste un exemple qu'Alain connaît bien, cette situation paradoxale dans une commune de l'Île-de-France. On achète en VFA, du reste à Nexity, pour ne pas le citer, un programme. On signe un acte pour démarrer le chantier, on a le permis de construire, purgé de recours des tiers, et on découvre qu'il y a une loi sur l'eau qui fait que le préfet, indépendamment du permis de construire, en dehors du permis de construire, peut s'opposer au démarrage de l'opération. Et comme ça, on bloque 400 logements. Si vous voulez, donc vraiment, il faut qu'on arrive à clarifier le rôle de l'État, simplifier et donner plus de pouvoir aux régions. Alors c'est vrai que ce n'est pas clair, mais vous, Bruno Delettré, vous avez travaillé avec l'Institut Montaigne et c'est vraiment des sujets que vous avez abordés, sur lesquels vous avez travaillé avec des propositions concrètes pour relancer la machine et en tout cas l'harmoniser avec une société qui est en train de bouger. Oui, absolument. La question qu'on s'est posée, en fait, est un peu, l'axe est un peu différent, c'est de se dire il y a une priorité à réduire les déficits publics dans notre pays. Et donc, c'est intéressant d'avoir... Enfin, la politique du logement n'échappera pas à ce mouvement. Et donc, c'est important d'avoir une réflexion des professionnels sur c'est quoi les priorités dans ce contexte-là. Donc, on a fait un groupe de professionnels. D'ailleurs, Yves a fait l'amitié d'y participer avec d'autres professionnels pour réfléchir à ces thèmes-là. Parce que le problème, c'est quoi? Si je rappelle juste 2 chiffres, en 2013, par exemple, les dépenses publiques sur le logement, c'était à peu près 41 milliards d'euros. Mais la fiscalité sur le logement, c'était 63 milliards d'euros. Et pourtant, le niveau de construction neuve n'est pas satisfaisant. On constate une exclusion des jeunes générations sur l'accession. Le secteur du bâtiment est en difficulté. Donc, cette débauche de moyens publics ne produit pas les effets qu'on pourrait en attendre. En fait, on est un peu, pour simplifier, je suis désolé, j'ai peu de temps, donc pour simplifier, on est un peu dans une logique depuis de nombreuses années sur je réglemente plus, je taxe plus,
Et pour corriger les effets de ça, je dépense plus d'argent public pour des dispositifs fiscaux, des dispositifs budgétaires, pour corriger ce que j'ai réglementé. Et c'est cette mécanique qui est ancienne, en fait, et qui a traversé les gouvernements de gauche et de droite. Elle a beaucoup d'effets pervers, et notamment le fait que quand on est dans un dispositif de subvention ou de dépenses fiscales, il est très compliqué d'en sortir, parce que c'est l'effet EPO, c'est-à-dire que si vous arrêtez l'EPO, vous avez une chute de régime qui dure un certain temps, le temps que votre organisme se remette. Donc on a essayé de réfléchir à ça pour voir quelles étaient les priorités et aussi quels étaient les effets d'aubaine qu'il fallait essayer de contrebattre. Et donc on a pris une logique qui est inverse, en fait, se dire finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réglementer moins, taxer moins et dépenser moins et mieux. Et donc nous avons fait 20 propositions dans cette veine. Je ne prendrai que quelques exemples pour ne pas être trop long. Sur les questions de gouvernance, je pense qu'il y a à l'évidence sur les permis de construire un problème d'efficacité de la gouvernance, et donc on a proposé que les intercommunalités soient en charge des permis de construire à l'avenir. Sur le marché locatif, on a fait un certain nombre de propositions sur le marché locatif, et notamment, il nous semble que l'encadrement des loyers n'est clairement pas une bonne idée, et donc nous proposons de revenir là-dessus. D'ailleurs, elle se met en place difficilement. Sur la fiscalité, il nous semble que tout ce qui freine en fait la mobilité du marché est très dommageable, et donc les droits de mutation à titre onéreux, les frais d'hypothèque, tout ce qui freine la transaction est quelque chose sur lequel il faudrait travailler pour les diminuer. Là, on parle beaucoup des normes, c'est un sujet très compliqué, les normes de construction. On fait une proposition qui paraît assez techno, mais qui serait en fait, je pense, assez efficace, qui consisterait à faire une procédure de déclassement au Conseil d'État pour déclasser du secteur législatif toute une série de normes qui s'y sont retrouvées par l'enthousiasme du Parlement, mais qui n'ont rien à y faire, qui sont du domaine réglementaire. On a travaillé sur la mobilité du parc locatif social et du parc privé en proposant de renforcer les mécanismes de supplément de loyer. Et puis, enfin, sixième point, on a travaillé sur les effets d'aubaine, essayant de regarder quelles étaient les mesures qui créent, de notre point de vue, des effets d'aubaine. On a fait proposition de suppression, j'en cite 2. À l'évidence, l'APL étudiant est un effet d'aubaine gigantesque. Alors, personne ne veut y toucher parce qu'il paraît que c'est explosif. Mais enfin, on dépense quand même des sommes considérables d'argent public pour quelque chose qui ne le mérite pas, de mon point de vue, et sur lesquels il y a clairement des abus. Et le crédit d'impôt sur la transition énergétique, qui est aussi un mécanisme qui, je pense, nous pensons, puisqu'on l'a dit collectivement, crée beaucoup d'effets d'aubaine. Alors, comme c'était un rapport de l'Institut Montaigne, on a dit que c'était ultralibéral. Bon, en fait, c'est pas très libéral. D'ailleurs, je me suis pris une lettre de quelqu'un que je ne citerai pas, qui m'a écrit que tout ça, c'était vraiment de la petite bière, et qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Donc, ça m'a rassuré sur le caractère libéral. Je me suis dit, finalement, on trouve toujours plus libéral que soi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà la réflexion qu'on a menée, les propositions qu'on a faites. Je rebondirai sur un point de la fin de l'intervention du professeur Mouillard sur le comité de Bâle, qui effectivement a été présenté comme leader qui allait détruire le marché français du logement. Bon, c'est vrai qu'il y a des menaces. On cite beaucoup la menace du prêt à taux fixe, en disant le comité de Bâle est pour que ce soit finalement l'emprunteur qui porte le risque de taux, qu'on prête à taux variable. Bon, c'est à l'évidence, quand on regarde le marché français, une mauvaise idée, parce que c'est quand même les banques qui sont mieux placées pour gérer le risque de taux que l'emprunteur. Ça paraît évident. Donc il faut qu'effectivement ces propositions ne viennent pas trop pénaliser les banques qui prêtent à taux fixe. Et ça va être ça, à mon avis, ça va être ça le débat. Mais il y a un autre point qui est peu souligné sur les propositions du comité de Bâle, qui à mon avis serait tout à fait dangereux pour le marché du logement. C'est que le comité de Bâle propose également de pénaliser très fortement
les crédits dont la LTV, c'est-à-dire la valeur du crédit par rapport à la valeur du bien, est élevée. C'est-à-dire j'achète une maison de 100, j'emprunte 100 parce que je n'ai pas d'apport personnel. Et là, le comité de Bâle dit attention, parce que ce crédit-là, pour le prêteur, est beaucoup plus dangereux qu'un crédit où je prête 60 pour un bien de 100. C'est évident, hein, c'est vrai d'ailleurs, c'est plus dangereux, mais on fait attention. Mais si les propositions du comité de Bâle sont suivies sur ce sujet-là, alors là, ça va coûter beaucoup plus cher que de prêter aux primo-accédants qui n'ont pas d'apport personnel. Et ça, c'est un vrai gros sujet. Je pense qu'on a les moyens de le traiter en France avec le fonds de garantie de l'accession sociale qui garantit ces crédits et donc là qui allège les besoins en fonds propres des banques. Je pense qu'en augmentant le taux de garantie du fonds de garantie de l'accession sociale de 50 à 80%, il ne faut pas aller à 100 parce que sinon on a un risque subprime qui a été décrit aussi, donc il faut s'arrêter à 80. Mais je pense que ce serait une très bonne façon de contourner ce problème qui est en train de venir. Votre réaction par rapport à ce que proposait Michel Mouillard concernant le PTZ, d'abord, il y a des annonces qui ont été faites sur le PTZ, et puis alors cette proposition de faire un PTZ à taux non pas 0, mais peut-être 1%. Écoutez, il faut y réfléchir, hein, je n'aime pas réagir trop rapidement. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau de taux auquel on est aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas. Le PTZ est finalement avant tout un impact psychologique. Parce que en fait, l'avantage que procure le prêt à taux zéro est aujourd'hui assez faible. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il coûte peu cher. Sur le taux, il est assez faible. Bah oui, il a quand même un impact sur l'apport personnel, par exemple. Ça, c'est un vrai... Oui, enfin, on le compte, oui, enfin, vous ne le comptez pas forcément comme un apport personnel parce que c'est quand même un prêt. Hein. Donc, la réglementation bancaire et notamment le comité de Bâle et tout ça vous diront que ce n'est pas de l'apport personnel, c'est un prêt. Il y a taux zéro, mais c'est un prêt. Donc, dire que c'est de l'apport personnel, ça se discute. Mais en tout état de cause, c'est un avantage économique qui est faible aujourd'hui en montant parce que les taux sont très bas. Et donc, je pense que plus... Alors, il faut travailler sur le prêt à taux zéro et ce qui est annoncé est très positif. Hein, mais je pense qu'il faut plus se préoccuper pour l'avenir du fait de savoir s'il y aura encore une offre de crédit long à LTV élevé. Ça, c'est la clé. Parce que ce n'est pas le prêt à taux zéro qui va changer, enfin, qui va régler ce problème-là. Et ça, c'est vraiment un problème de régulation bancaire. Il faut voir que depuis la crise de 2008, les régulateurs prudentiels n'ont fait que durcir tous les régimes prudentiels. C'est normal. On leur a reproché, on leur a dit vous n'avez rien vu venir en 2008, donc ils se sont dit pas deux fois, donc on va tout durcir. Alors on durcit sur tous les secteurs. Dans la banque, on vit ça tous les jours. Et aujourd'hui, il n'y a pas de corde de rappel réellement du côté des pouvoirs politiques pour dire aux régulateurs, bon, c'est bien, il faut durcir parce qu'on ne veut pas une deuxième crise financière comme celle qu'on a connue, mais il faut aussi qu'on ait un secteur financier qui puisse financer l'économie. Parce que si on durcit tout trop, eh ben, il n'y aura plus de financement de l'économie. La LTV élevée sur le secteur du logement, c'est un exemple, mais on pourrait en prendre sur les PME, sur des tas d'autres secteurs. Donc je pense que c'est important à la fois d'avoir une régulation financière qui soit forte, mais en même temps qu'on ait une régulation qui permette un financement de l'économie qui soit satisfaisant. On va revenir sur ce sujet du financement, le modèle anglo-saxon, le modèle rhénan. Je sais que le logement social est aussi largement concerné, mais je voulais revenir sur un point que vous avez tous les quatre évoqué, c'est la territorialisation et la gouvernance. La politique du logement, quelle est la bonne échelle de décision? Terra Nova, vous avez formulé un certain nombre de propositions. Est-ce que vous pourriez nous les exposer? Oui, bien sûr. Alors effectivement, territorialisation de la politique de logement, pour toutes les raisons qui ont fort bien été dites avant moi, nous paraît à nous, et j'allais dire de longue date, j'ai relu l'opuscule qu'on avait commis en 2011. C'était déjà l'article 1 de ce qu'on avait écrit en 2011. On parlait d'autorité organisatrice de l'habitat. Dans notre idée, effectivement, c'est l'agglomération, sauf peut-être en Île-de-France, où là, je pense qu'effectivement, l'échelle est une échelle plus grande. À l'époque, on avait dit la région, il n'y avait pas de métropole, c'est ce qui va être compliqué, la mise en place de la métropole du Grand Paris. La région Île-de-France est une région qui a une bonne dimension, nous semble-t-il, pour être le bon interlocuteur en termes de politique de l'habitat, et ailleurs, des agglomérations, beaucoup de grandes agglomérations, bon, maintenant le statut de métropole pour la plupart, mènent des politiques, et de longue date, à Lyon en particulier,
à Nantes, enfin pour parler de lieux où j'ai eu l'occasion de le voir de mes yeux, ce sont des agglomérations qui de longue date mènent des politiques en matière d'habitat qui sont des politiques très complètes, très englobantes, souvent innovantes. Et donc, c'est effectivement pour nous clairement l'échelle de l'agglomération qui est la bonne échelle. Donc ça veut dire, pour nous, et là encore, c'est pas nouveau dans notre réflexion, il faut aller beaucoup plus loin dans un mouvement de déconcentration, voire de décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de délégation des aides à la pierre, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut parler de délégation de compétences. Il faut même peut-être décentraliser la compétence logement là où il y a une organisation collective de la collectivité territoriale qui a les reins assez solides. À une exception près, à nos yeux, à une exception près qui est quand même importante, qui pèse 40% des 42 milliards d'aides publiques, ce sont les aides à la personne. Pour nous, les aides à la personne, c'est la solidarité nationale. Alors nous ne sommes pas du tout convaincus par la nécessité de le mélanger avec d'autres aides sociales. Pour nous, ce n'est pas une aide sociale, c'est une aide dédiée au logement, et ça reste important que ce soit une aide dédiée au logement. En revanche, c'est là que s'exerce la solidarité nationale. On le sait d'ailleurs, hein, c'est les 3 premiers déciles en termes de revenus. Hein, donc ça, c'est quand même les populations à qui elle est destinée. On critique beaucoup les aides à la personne, mais c'est vraiment, ça cible les personnes et les ménages à qui elle est destinée. Donc ça reste de la solidarité nationale. En revanche, le reste peut être beaucoup plus déconcentré, voire décentralisé, y compris les aides fiscales. Et y compris parce que cela permettrait une meilleure répartition, une meilleure prise en compte des nécessités de construction et des nécessités de réhabilitation dans l'ancien. Actuellement, il y a une vraie perte dans le secteur de l'ancien. Il y a des vacances, il y a de la vacance qui a tendance à croître dans les villes-centres de façon très importante, y compris dans des villes-centres attractives et de taille moyenne, on va dire, et où un logement construit, enfin mécaniquement, optiquement, mais peut-être aussi avec un véritable effet, un logement construit, c'est un logement vacant de plus. Donc il y a des politiques locales à mener qui tiennent mieux compte de l'équilibre entre les besoins de construction neuve et les besoins de réhabilitation de l'ancien, y compris bien sûr travaux pour le développement, pour l'amélioration énergétique. Sauf qu'on a vu qu'en matière de PLUI, maintenant il y a une minorité de blocage, donc on ne va pas jusqu'au bout. Les élus ne sont pas enclins à aller jusqu'au bout, jusqu'au transfert réel. Donc oui, c'est une volonté des gens qui réfléchissent, mais ce n'est pas une volonté des sénateurs ou des maires. Ça c'est le plaisir d'être dans un think tank, c'est qu'on peut effectivement aller plus loin que ce qui est politiquement acceptable. Très clairement, les permis de construire, on l'a évoqué tout à l'heure, le permis de construire à nos yeux devrait être octroyé au niveau local par l'autorité locale. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui, ni de droite ni de gauche, ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale, aujourd'hui pour que les permis de construire soient octroyés par les autorités locales. Mais nous, à Terra Nova, on va jusque-là sans aucun problème. Il y a une autre contradiction aussi. Quand les maires refusent de construire du logement social, on est content que l'État vienne en renfort et que le préfet se substitue. Donc, comment conjuguer les deux? Oui, c'est exact. Il y a, encore une fois, je parlais d'exigence de solidarité nationale. Je pense que le pourcentage de logement social, c'est une exigence de solidarité nationale. Donc je crois que c'est quelque chose que l'État, à juste titre, peut imposer aux collectivités territoriales. Mais il y a aussi peut-être quelque chose d'intéressant en termes il y a le bâton, mais il y a aussi peut-être la carotte. Nous croyons beaucoup que c'est pas seulement un alibi quand les maires constructeurs disent qu'ils ont des difficultés à construire. Ça peut être un alibi, mais ça peut ne pas être un alibi. Il y a de véritables problèmes qui sont liés à l'augmentation rapide de population, qui sont, j'allais dire, des problèmes de trésorerie. Mais pendant 10 ans, en fait, ça va coûter plus cher à la ville que ça va lui rapporter. Il va falloir construire des écoles, il va falloir construire des crèches, il va falloir installer de nouveaux équipements publics. Donc, nous avons fait des propositions pour dégager un fonds de 500 millions. Hein. Aujourd'hui, le fonds pour les maires bâtisseurs, il est de 100 millions. Il nous paraît très, très insuffisant. C'est 2 000 € par logement. Ça nous paraît très insuffisant. Donc, nous avons fait des propositions pour un fonds de 500 millions qui nous paraîtrait être plus à l'échelle des besoins des maires bâtisseurs, parce que voilà, il faut aussi mettre du carburant dans le moteur ou de l'huile dans les rouages. La Foucrière, vous souhaitiez réagir sur ce sujet ? Je voudrais réagir sur la question de la production et de la réhabilitation. Je crois que, là encore, il faut oublier les objectifs consistant à produire tant de logements en France. On voit ce que ça a donné. Ça a donné une insuffisance de production là où il y avait beaucoup de besoins et une surproduction sur des territoires où c'était facile de produire et où l'État, à mon avis, une très grande responsabilité puisqu'il a distribué, notamment en matière de logements sociaux, des agréments pour produire du logement
Et ces logements qui ont été produits par des bailleurs sociaux, par des promoteurs, n'ont fait que vider des HLM. Le seul problème, c'est que si on avait une politique territorialisée, il aurait fallu dire à ces acteurs locaux, ces offices d'HLM, ces SLHLM, c'est très bien de construire des logements neufs, mais il faut soit réhabiliter le parc ancien, soit le démolir. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'une bonne partie du parc HLM en France doit être démoli parce qu'on est sur des territoires détendus, parce que c'est du patrimoine obsolète sur lequel on n'arrivera jamais à régler correctement, notamment les problèmes acoustiques. Et donc tout ça ne peut s'analyser que territoire par territoire. C'est bien comme ça qu'on peut trouver les bonnes solutions. Alain Dina, sur ce sujet du territoire et de la gouvernance et de la décision. Oui, il y a la réalité politique dont parlait notre collègue de Terra Nova et le pouvoir politique. C'est pas pour dire que j'ai de la bouteille dans ce métier, mais ça fait, on s'est échangé avec Yves de savoir depuis combien de temps on était là. Ça fait trop longtemps, bien sûr. Mais il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvé ici sur une scène dans une table ronde à côté d'un élu local qui en évoquait déjà ce problème des permis de construire. Et je disais, peut-être que dans des grandes agglomérations, en particulier en Ile-de-France, l'échelle territoriale n'est pas la commune, etc. Il m'a dit, si tu dis ça publiquement, tu n'auras plus de permis de construire dans ma ville. J'en ai jamais plus eu depuis 15 ans. Je le dénonce quand vous voulez, mais pas tout de suite. Hein. En privé, on fera ça. Le problème, par exemple, actuellement, et j'ai un cas d'espèce qui est très intéressant et qui, je pense, préfigure de ce que pourrait être le futur de cette réflexion qu'on a sur les territoires. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que l'État va venir se substituer à nous tous sur ces thèmes-là. On est dans une ville de l'Île-de-France, et là, même si vous me torturiez en privé, je ne vous dirai pas où, qui se trouve en fait à devoir financer effectivement ces équipements publics dont vous parliez, et qui n'a pas les moyens de le faire, et qui demande à son banquier de bien vouloir lui prêter. Alors, la situation de la ville est dans un système qui fait qu'en fait, la ville n'est pas en capacité de s'endetter. Et nous sommes intéressés sur une emprise foncière relativement importante, mais qui n'est pas, je dirais, consommable actuellement parce que le PLU va être mis en place l'année prochaine, qu'on parlait des compétences territoriales sur le PLU, que tout ça, ça va prendre 5 ans, et que donc, bien entendu, des sociétés comme les nôtres ne sont pas en situation de pouvoir stocker du terrain non constructible. Et en même temps, en supposant que nous serions capables de le faire, quel type d'accord pourrais-je avoir avec la ville? Parce qu'en fait, le banquier nous dit, puisque vous, Nexity, un jour, vous allez acheter ce terrain, pourquoi vous ne seriez pas les garants de la ville sur le financement de ces équipements publics? Alors, voilà, je vois bien dans la salle le nombre de sourires, de hochements de tête, de difficultés que ça représente, etc. Mais comme je pose le sujet, effectivement, de cette prospective, je crois que c'est un thème sur lequel nous, les opérateurs privés, on doit travailler. Et plus largement, je pense que la mode, mais pas seulement la mode, la vague de l'innovation technologique, le changement de comportement, le fait que nous-mêmes, nous soyons de plus en plus morcelés dans nos actions, puisque on finit par ne travailler qu'à partir de petits outils qu'on a dans nos poches et qui nous donnent des informations fragmentées. Quand on se recule un tout petit peu et qu'on regarde ce qui se passe, c'est pas que je me permettrai de donner des leçons à personne là-dessus, je suis moi-même un accro du téléphone, et surtout je vais par exemple sur Wikipédia regarder de fausses informations, mais en pensant que le nombre de fausses informations qu'on me donne va peut-être donner quelque chose qui sera vrai. Hein, donc en finale, mais quand on regarde nos clients, qu'on regarde nos enfants, qu'on regarde la génération qui arrive, etc., qui travaille sur un autre mode, qui est le mode du partage, qui est le mode, au fond, non pas de la propriété, mais de l'usage. Et je reviens sur ce thème de tout à l'heure. Je pense qu'entre les villes, les opérateurs privés, probablement dans un mode de travail qui va être de plus en plus le groupement, l'association, le partenariat. Je vais dénoncer Pascal Bonnefille, puisque c'est lui qui a organisé, où il est Pascal, je ne vois pas, quelque part, voilà, dans la salle. Et il disait tout à l'heure, j'espère qu'avec qui vous allez vous animer le débat en vous engueulant. Il n'y a aucune raison qu'on s'engueule. On est sur le même métier, on fait le même travail. On a un souci qui est au-delà de produire ce qu'on doit produire dans nos entreprises. C'est notre responsabilité, on est payé pour ça et on est là pour ça. On a un souci de pérennité de nos actions. Et la pérennité de nos actions, c'est forcément de commencer à réfléchir de façon moins individuelle, plus collective, plus dans cette économie. Alors, l'économie du partage, c'est facile quand on est Blablacar ou qu'on est
BRNB ou des choses comme ça pour en parler. Et pourquoi nous, les opérateurs privés, pourquoi dans les problématiques du logement, on ne réfléchirait pas ensemble? Alors, quelle est la solution, par exemple, sur cette ville qui a un problème de financement? Si nous, Nexity, on vient dire qu'on prend un engagement à sa place de pouvoir éventuellement substituer à elle, d'ailleurs, est-ce qu'on en a le droit? Est-ce que, voilà, enfin, et quels sont ces mouvements-là? Et j'aimerais mieux, moi, aujourd'hui, qu'on soit tous ensemble en train de travailler sur ces sujets-là, en proposition politique, en proposition de changement de réglementation, que de dire « Ah oui, mais pour le prêt à taux zéro, compte tenu du fait que la LTV, machin, etc., il va falloir que le gouvernement, l'année prochaine, dans 5 ans, donne un nouveau prêt parce que le sujet de la LTV dont parlait M. Delettré actuellement et qui pour beaucoup, et moi le premier, paraît de temps en temps un sujet assez abscon, c'est un sujet majeur parce que simplement les gens ne vont pas pouvoir le financer. Et donc quand on dira, par exemple, et Xavier Despines, qui est là, il peut en parler beaucoup moins de moi, les grandes institutions financières ont de l'argent, elles voudraient bien le poser dans le logement, mais pour ça, il faudrait qu'on ait une modalité, qu'on puisse y réfléchir, etc. Qu'on a aujourd'hui en face de nous aucun politique capable de faire ça, parce que ce dont on lui parle, c'est quelque chose qui va au-delà de 2017, et que pour l'instant, l'horizon de temps entre les territoires, la politique, le logement et nos actions et nos clients n'est pas le même. Nous, les opérateurs privés, on travaille sur des projets à 5-7 ans. Le politique, lui, le problème, c'est de savoir si les élections régionales basculent à gauche ou à droite. Regardez l'empilage des... Enfin, moi, je ne sais pas qui comprend quelque chose à ce qui se passe sur Grand Paris, métropole, région. Enfin, voilà. C'est tellement pas stabilisé. Alors, c'est paradoxal parce que des gens comme nous, on se niche dans ces interstices de non... Et on s'en sort plutôt pas mal. Au final, le vrai sujet, c'est pour les promoteurs, par exemple, et je parle pour moi, alors peut-être que d'autres diront le contraire, mais s'il y avait trop d'offres, bah, ça ne nous serait pas forcément profitable. Hein. Donc, autorisez-nous ici, en tout cas, d'avoir une posture un peu plus citoyenne, même si aujourd'hui, on bénéficie d'un système qui nous va, bon, qui n'est jamais suffisant, qui n'est jamais assez, machin et tout, mais enfin, ça va. Hein? Yves Lafaucrière, là-dessus, c'est-à-dire cette réflexion qu'ouvre Alain Dinin sur essayons de travailler autrement aussi, et peut-être aussi avec les municipalités, essayons de trouver d'autres modalités parce que les municipalités n'ont pas forcément les moyens et aussi l'appareillage administratif ou législatif qui leur permet, disons, de promouvoir la construction chez eux, et en tout cas une bonne construction. Moi, je pense qu'effectivement, il faut collaborer plus. Au niveau des SA d'HLM, on réfléchit, à la fédération des SA d'HLM, à créer notamment une espèce de groupement d'opérateurs de SA d'HLM pour justement prendre des positions, notamment pour porter toutes les études préliminaires. Parce que c'est vrai que quand il y a une zone industrielle qui est en train de muter, il y a des tas d'études préliminaires, de dépollution, d'enquêtes préalables dans tous les sens, qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent, et qui sont insuffisamment développés à l'heure actuelle, que les promoteurs seuls ne peuvent pas faire. Et nous, je pense que, à la grande différence des promoteurs, on a des recettes locatives qui rentrent régulièrement, donc on a une assise financière, on a des possibilités de prêt de la Caisse des dépôts, qui fait que je pense que le monde des SA d'HLM doit être plus actif pour anticiper, notamment, et porter des études préliminaires sur des grands secteurs d'aménagement. On travaille à ça. Je pense quand même que les choses ont un petit peu bougé, avec la décentralisation et notamment l'apparition des EPF, les établissements publics fonciers. Il ne faut quand même pas oublier que les EPF ont des ressources propres. Ils ont chaque année de l'argent qui rentre et donc des possibilités de prise de position foncière. Ce que je constate, je le dis très librement, c'est que j'ai l'impression que là, on est d'abord en Ile-de-France des EPF, je crois qu'il y en avait 4, mais bientôt il n'y en aura plus qu'un. C'était des démarches un petit peu où nos opérateurs, on ne savait pas très bien pourquoi ils allaient à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Et je pense qu'il y a, pour le logement de demain, tout un travail à faire également de partenariat avec les EPF, avec les sociétés d'économie locales. Alors, il y a les SEM, il y a les SPL, il y a toute une série d'outils, honnêtement. Et alors, dans l'Île-de-France, la grande difficulté, c'est que ces outils qui sont effectivement apparus avec la décentralisation ont besoin de poursuivre leur professionnalisation, peut-être un certain nombre de regroupements, pour qu'on ait des partenaires qui nous aident, notamment dans toutes ces phases amont qui sont extrêmement importantes. Parce que le foncier, on sait tous, et on le dit tous, qu'il y a du foncier. Le seul problème, c'est que ce n'est pas du foncier aménagé. Donc, il y a toute cette strate des études d'aménagement qui prend du temps,
qui coûtent cher et qu'il faut mener de façon plus collaborative entre nous pour pouvoir produire du logement derrière. Sur cette question, les deux think tanks ont formulé des propositions. Bruno Delettré pour l'Institut Montaigne. Quelques mots sur ce thème-là de l'organisation territoriale, l'aménagement plutôt. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a un consensus assez large sur le fait que, notamment les permis de construire, devraient être au niveau de l'intercommunalité. Bon, après, le vrai sujet, mais ce n'est pas un sujet spécifique au logement, mais c'est qu'il y a beaucoup trop de collectivités locales en France. Enfin, c'est une évidence, mais enfin, quand on regarde les autres pays européens, avec nos 36 000 communes, on est ridicule. Le problème, c'est que personne, évidemment, n'a intérêt à bouger ce système. Donc il faudrait un grand référendum pour qu'on dise la vérité, qui est qu'il y a beaucoup trop de collectivités locales. Après, ça pose la question des moyens des collectivités locales qu'abordait Alain Dillin. Le problème, c'est qu'il y a trop de dépenses publiques au niveau local comme au niveau central. Donc il faut aussi que nous, et c'était le sens de notre réflexion à Montaigne, il faut aussi que nous, professionnels du logement, on accepte de se poser la question de savoir si dans les dispositifs publics de soutien au logement, il n'y en a pas qu'il faudrait supprimer. Parce qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre du fait qu'il y a trop de dépenses publiques et puis en même temps passer notre temps à réclamer d'autres dispositifs. Donc chacun doit faire le ménage dans sa cour. Et je pense qu'il y a dans la politique du logement des domaines dans lesquels on pourrait faire des économies en supprimant des dispositifs qui créent des effets d'aubaine. Et puis on pourrait baisser la fiscalité. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, plutôt que d'empiler des dispositifs nouveaux qui, à chaque fois, vont faire plus de bureaucratie, plus de dépenses publiques. C'est sur ce thème, je crois que Terra Nova aussi a formulé les propositions. Alain Weber. Oui, alors, enfin bon, on a déjà effectivement parlé de la bonne échelle et de l'échelle territoriale. C'est aussi une échelle territoriale qui permet la mobilisation du foncier. Et il faut évidemment aller beaucoup plus loin en termes de mobilisation du foncier. Alors ça peut passer, encore une fois, toujours la carotte et le bâton. Ça peut passer par une fiscalité plus incitative à la remise sur le marché du foncier non bâti mais constructible. Quand on voit des pays voisins qui sont des pays pas loin d'être des pays soviétiques, si on pense aux pays comme l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne, le rapport au foncier est un rapport très différent du rapport que nous avons en France. Et nous sommes de chauds partisans de l'extension de la dissociation du foncier et du bâti. Il y a quelques endroits en France où ça se fait de très longue date. Lyon, par exemple, on sait que de très longue date, la dissociation du foncier et du bâti existe parce que les hospices civils de Lyon sont des grands propriétaires fonciers de très longue date, et ça marche. Donc là où le marché est particulièrement tendu, là où le foncier est de valeur très, très importante, nous pensons qu'il peut y avoir des propositions innovantes à faire en matière de dissociation foncier-bâti. Donc ce n'est pas seulement l'accroissement de la fiscalité, mais il y a aussi des véritables dispositifs nouveaux à mettre en place. Et puisqu'on parle d'innovation, il y a un deuxième sujet sur lequel nous avons été amenés à réfléchir, c'est alors c'est des signaux faibles encore pour le moment, c'est très très long dans le logement, mais c'est le déplacement de valeur de l'immobilier pur vers les services. Et Nexity, récemment, je lisais avec beaucoup d'intérêt ce que fait Nexity en matière de covoiturage, par exemple. Ça reste, je pense, encore expérimental, mais j'ai en mémoire, il y a un an, un promoteur qui disait que peut-être dans 50 ans, il serait amené à donner son logement et à vendre des services comme on a donné des téléphones et qu'on a vendu le service de l'opérateur. Alors, il se projetait dans le long terme. Mais on voit quand même cette notion de service. Quand je dis service, je parlais effectivement des questions de covoiturage, mais il peut y avoir des services de sécurité, par exemple, pour parler des services qui aujourd'hui sont quand même peut-être les plus répandus. Et ce qui nous interpelle en termes d'organisation générale, c'est ça suppose le retour des investisseurs institutionnels. Nous, on a pratiquement dans chacune de nos notes, on dit qu'il faut qu'il y ait un retour des investisseurs institutionnels. Alors là aussi, on a un think tank, donc on peut dire que c'est un petit peu c'est utopique. On nous dit que les investisseurs institutionnels, ils ne veulent pas du logement, mais on peut les aider ou les inciter fortement, en tout cas, à revenir dans le logement. Il nous semble que depuis qu'on a déplacé le balancier des investisseurs institutionnels vers les investisseurs privés dans le secteur locatif, il y a un certain nombre d'inconvénients. Et pour nous, le retour des investisseurs institutionnels qui permettrait le retrait peut-être ou la diminution des aides aux investisseurs privés, le retour des investisseurs institutionnels a beaucoup d'avantages en termes de politique du logement, en termes de
d'innovation en matière de logement. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a assisté, on a fait des propositions d'ailleurs pour amener par exemple une fraction de l'assurance vie vers le secteur du logement. Il y a des fonds qui ont été créés à cette intention. Est-ce que ça donne un mouvement en faveur du retour de ces institutionnels? D'abord Alain Dinin et puis Yves Lafaucrière. Je pense au fonds FLI, enfin tout ce qui est logement intermédiaire par exemple. Ah, vous parlez de la SNI sur le logement intermédiaire. D'accord. Je ne sais pas très bien si la SNI c'est une société privée ou pas, mais je ne veux pas contrarier mon ami Hichet là-dessus. C'est un institutionnel. Oui, mais enfin c'est l'État aussi. Alors je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on vende des participations de l'État pour les mettre dans la SNI et dire que tiens, ça c'est du secteur privé. Mais quelque part, j'ai un tout petit peu de doute sur la. Mais c'est des problèmes de comptabilité publique et bien entendu, je ne me permettrai pas de me prononcer là-dessus. Hein. Pardon ? Non, non, c'est pas au cas où je disais une bêtise. Non, je sais pas. Non. Le droit, Sur la on peut aussi s'interpeller entre nous. Je pense que ça serait moins formel peut-être. Sur les sujets de logement intermédiaire, la SNI est dotée effectivement et tous les opérateurs privés fournissent des produits dans des niveaux de prix qui sont discutables et qui tient bien entendu encore une fois de la constitution de l'offre et du prix du terrain, de la densité, de la liberté de construire et de la façon et des typologies de produits. On évoquait avec Yves là, il y a un instant le fait qu'on a même certains PLU aujourd'hui qui nous disent quelle est la typologie de logement qu'on doit fabriquer dans la zone. Je veux dire, on finit par marcher sur la tête et d'avoir des raisonnements très théoriques. Sur les investisseurs institutionnels, il y a aujourd'hui, je parle sous le contrôle vraiment de Xavier Lépine qui porte ce sujet-là pour la Française et qui est devant moi. Et qui, je ne sais pas si tu as prévu, si tu es intervenant ou pas, mais voilà, tu vas le faire, donc je ne vais pas déflorer ce sujet-là, mais vraiment, il y a une capacité aujourd'hui des investisseurs institutionnels à venir. Et je ne vois d'ailleurs pas pourquoi ils ne viendraient pas. Aujourd'hui, quand ils sortent du bureau avec des taux de rendement à 4 ou 4,5, le logement bien travaillé, bien géré, avec des sociétés qui, par exemple comme la nôtre, est capable d'offrir du service, c'est-à-dire la gestion du parc immobilier, parce que le problème de l'immobilier, c'est bien sûr du rendement, d'habitation, c'est du rendement, mais aussi c'est de la relation avec un nombre d'individus supérieur à celui du bureau et un client avec d'autres contraintes et une multiplicité de clients. Donc c'est évident que la notion service et immobilier sont très, très, très gérés par ça. Et quand on discute en tête-à-tête avec les politiques, je pense avec les politiques de Bercy, par exemple M. Macron, pour le citer, ou même M. Sapin, M. Eckert, entre nous, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça ne surprendra personne. On a un vrai écho favorable. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'ils en parlent et ça fait 2 ans qu'ils n'incrémentent pas. Alors après, j'ai personnellement une réserve sur le fait de dire qu'il faudrait donner d'un côté puis enlever de l'autre. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même de produire plus de logements. Les 500 000 me paraissent un chiffre sans intérêt. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai retrouvé un discours de Pompidou en 1968, en début 1968, parlant du logement et disant « Nous ne sommes encore pas aux fameux 500 000 logements à produire chaque année. » Voilà, la population a quand même été multipliée, je ne sais pas dire, je vais dire une bêtise, probablement par 5 ou 6 dans la période, peut-être même un peu plus. Et donc quand même, on est toujours aux mêmes 500 000, donc il y a eu des actions qui ont été faites. Mais imaginons simplement qu'on voudrait passer à revenir à 2007, qui était un chiffre aux alentours de 427 000 logements. Ce n'est pas en disant, tiens, je vais donner aux institutionnels, puis je vais enlever aux privés. C'est l'ensemble qu'il faut mettre en situation. Et personnellement, en ce qui concerne l'investissement qui s'appelle maintenant Pinel, son coût dans le budget des fameux 40 milliards, il est tellement marginal que je ne vois pas l'intérêt même de s'y intéresser. Par contre, faire revenir les investisseurs institutionnels dans le dispositif, oui, parce que c'est ceux qui ont permis à aussi une maîtrise du parc, parce que vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais tous les sujets de copropriété dégradée, d'habitation, la propriété dans le logement social, tout ça, ça pose plein de problèmes qui ne sont pas réglés aujourd'hui. Et c'est vrai que les institutionnels, comme ils travaillent sur une durée longue, ils ont une vocation patrimoniale, ce ne sont pas des gens qui font des coups,
eh bien, ils ont eu l'habitude d'entretenir leurs immeubles, d'entretenir leur patrimoine, de vérifier la valeur en permanence, et au fond, avec des rendements locatifs raisonnables, non spéculatifs, parce qu'au fond, leur intérêt, c'est que ça dure. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. L'éco-politique, il est toujours bon, et puis ça incrémente pas, quoi. On n'arrive pas à obtenir quelque chose. Et puis demain matin, les taux d'intérêt vont remonter, les choses vont devenir moins simples, et on dira les institutionnels, on ne peut pas, c'est dommage, on les a ratés. Mais bon, c'est notre habitude, on sera quand même encore là à la prochaine table ronde pour en parler, c'est pas un problème. Il y a des chances. Il y avait 2 réactions, Yves Lafoucrière et M. Delettré. Sur le logement intermédiaire, je crois que c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas un sujet national. C'est honnêtement plutôt un sujet première couronne Île-de-France et peut-être quelques micro-marchés, limite Suisse, France, Nice, etc. C'est vraiment des marchés de niche. Nous, acteurs du logement social, on produit du logement intermédiaire. On a livré il y a plus d'1 an plus de 100 logements à Boulogne sur les terrains Renault qui sont parfaitement bien loués. Et je pense qu'il y a matière à approfondir des partenariats avec de l'argent privé, avec l'argent des compagnies d'assurance et des caisses de retraite. On peut à la fois assurer une rentabilité des fonds qui seraient mis là et offrir un bon service. Alain, sur la question tu as évoqué de façon mezzo le problème des copropriétés dégradées. Je te rassure, en tout cas, nous, quand on met en copropriété nos immeubles, on vend rapidement 50% des logements, mais comme on reste dans les 50 autres pourcents, parce qu'il y a des locataires qui, par principe, veulent rester, ils restent, on assure sur très longue durée la solidité de la copropriété. Non, moi, je voudrais revenir sur l'histoire des territoires et dire qu'il ne faut pas qu'on ait une approche trop métropolitaine de la question du logement. C'est-à-dire, en clair, il y a des sujets très importants dans les très grandes métropoles où il faut produire plus parce que l'emploi est là. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté des grandes métropoles, l'Île-de-France, toutes les grandes métropoles régionales, il y a à peu près 80% du territoire sur lequel le problème majeur, il est de renouveler l'offre de logement et on ne pourra le faire que s'il y a de l'emploi qui se développe sur ces territoires. Et je crois que territoire, logement, ça va ensemble, mais l'emploi, c'est quelque chose de déterminant. Il y a du reste quelques départements sur lesquels il y a des réussites assez fantastiques de développement de l'emploi de façon bien répartie dans toutes les communes. Et à ce moment-là, aux acteurs privés, aux promoteurs privés, aux spécialistes de l'accession à la propriété, aux spécialistes du logement social, d'accompagner ça. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on réduise la France simplement à l'Île-de-France et à une dizaine de grandes métropoles. Il y a des tas d'autres territoires sur lesquels les promoteurs, les bailleurs sociaux doivent accompagner les politiques de logement, mais qui ne peuvent bien se développer qu'avec des politiques de l'emploi. Bruno Delettré, d'abord sur le logement, les institutionnels. Oui, je voulais rebondir sur les institutionnels dans le secteur du logement. C'est un sujet qu'on a regardé dans le cadre du groupe de travail Montaigne. La première chose, c'est que la fuite des institutionnels sur le secteur du logement, ce n'est pas un phénomène spécifiquement français, en fait. C'est vrai dans tous les pays européens. La deuxième remarque, c'est que je pense, comme le disait Alain Dinin, que la chute des taux de rendement sur l'investissement dans le tertiaire, dans le bureau, va faire qu'assez naturellement, il y a des institutionnels qui vont s'intéresser au secteur du logement. La troisième remarque plus fondamentale, c'est que s'ils ont tendance à avoir quitté ce secteur-là, c'est parce que la réglementation sur les rapports entre le propriétaire et le locataire protège beaucoup le locataire et que donc ça décourage l'investissement dans le secteur du logement. Et donc, après, il y a deux façons de faire. Soit on dit peut-être qu'il faut revoir l'équilibre réglementaire entre les rapports entre propriétaires et locataires pour débloquer le marché, ou bien on dit non, on pose des contraintes et après on va inventer des dispositifs très compliqués pour ramener de l'argent des institutionnels sur le secteur du logement. Ça, c'est typique de ce qu'on a fait depuis les 30 dernières années et ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas en mettant des tuyaux dans tous les sens qu'on va améliorer le fonctionnement du marché. Donc je pense qu'il faut plutôt travailler sur les raisons fondamentales qui font que les institutionnels s'intéressent peu au secteur du logement. Messieurs, merci. Je crois qu'on va passer aux questions. Vous avez compris, le logement de demain, c'est travailler mieux ensemble, aller au plus près des communes et des besoins. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à l'un des 4 participants? Une question? Pas de question. Xavier Lépine, président de la Française. Bonjour.
On parle beaucoup du Airbnb. Est-ce qu'on va adapter finalement ou concevoir des logements qui permettent finalement cette espèce de mixité d'organisations différentes? Pareil pour le coworking. Alors des espaces de vie partagés pour le coup. Oui, oui, la réponse est oui. Alors après, il faut trouver le modèle économique et il faut trouver le modèle d'habitat. Je ne sais pas si je l'ai évoqué tout à l'heure, mais par exemple, chez Nexity, on travaille sur des histoires comme le béguinage ou le phalanstère, si on prend des exemples plus connus, alors en essayant d'éviter tous les handicaps de ces sujets-là, mais de réfléchir effectivement à un mode d'habitat partagé sur des populations qui sont en situation difficile. Par exemple, je prends un couple divorcé, il y a un enfant, il n'y a pas la possibilité d'avoir de logement. On sait que statistiquement, alors la statistique, elle a toujours les exceptions de ce qui est en haut et en bas qui est faux, mais un couple divorcé en moyenne se recompose dans les 2-3 ans. Donc il y a 2-3 ans de latence pour un des partenaires qui se retrouve à devoir trouver un nouveau logement. Donc là, on travaille sur des produits comme ça, des produits qui pourraient être destinés à une population d'investisseurs, et peut-être que là, le sujet du démembrement peut travailler là-dessus. Alors, on est aussi sur les sujets de travail à domicile et de façon de concevoir le télétravail qui nécessite effectivement qu'on puisse apporter des services à l'intérieur des entreprises. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Alors sur le sujet BRNB, c'est un autre thème parce que c'est un thème d'une économie parallèle qui vient s'affranchir des lois et des textes en vigueur dans les pays dans lesquels ils sont et qui vient au final créer une économie, je dirais, parallèle. Presque souterraine dans un certain nombre de sujets. Donc je ne vois pas comment nous, des opérateurs privés, on doit prendre ça en compte. Par contre, prendre en compte que peut-être que certains appartements doivent avoir des services, ou plus de services, plus d'accueil, peut-être du meublé, enfin bon, il y a beaucoup de thèmes là-dessus, effectivement. En tout cas, pour ce qui est l'opérateur privé de Nexity, on a un certain nombre de projets. On lance par exemple des sujets de colocation, mais pas destinés à une population étudiante, mais à une population de cette nature-là. À Marseille, on a un programme qui démarre dans les prochaines semaines. Sur ce sujet, Terra Nova aussi a formulé des propositions, l'usage de la propriété, l'habitat participatif. Voilà, exactement. Alors, colocation, le mot a été lâché. Effectivement, j'avais noté sur mon papier colocation à tous les étages, ou d'ailleurs plutôt à tous les âges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste des signaux faibles, mais il y a 10 ans, 15 ans, aurait pensé que la colocation allait se répandre de façon aussi forte en France pour les étudiants. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement un phénomène d'étudiants. Ça commence à gagner de jeunes travailleurs, c'est-à-dire qu'on voit que pour des raisons de prix, bien sûr, de plus en plus de colocations associent des jeunes travailleurs. Ils ne sont plus étudiants, mais ils sont en début de carrière. Et alors après, il y a aussi des réflexions sur les colocations au contraire de retraités ou des colocations même intergénérationnelles. Là, c'est des signaux très très faibles, mais je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Il y a comme ça un certain nombre de sujets auxquels on ne sait pas ce qui finalement est la fausse bonne idée ou ce qui au contraire est porteur de véritable développement. C'est un petit peu la même chose dans un autre domaine, celui de l'autopromotion. On sait que Nicolas Michelin, on s'en fait le chantre assez talentueux. On sait qu'il y a dans ce domaine-là, notamment dans l'Est de la France, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus répandues en Allemagne. Voilà, exactement. Et donc à Strasbourg, effectivement, c'est de l'autopromotion, mais de l'autopromotion accompagnée. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel qui est là pour aider le groupe qui veut construire et pour le conseiller, parce que c'est quelque chose qui, l'acte de construire, c'est pas ici que j'apprendrai grand-chose en disant ça, l'acte de construire est un acte compliqué, très compliqué, et donc nous ne croyons pas que ça puisse être de la génération spontanée, mais en revanche, avec l'accompagnement d'un professionnel, on peut aboutir à un produit logement qui soit un produit logement beaucoup plus innovant. À l'écoquartier de Nanterre, pour aller un petit peu moins loin que Strasbourg, l'écoquartier de Nanterre, il y a eu un bâtiment en autopromotion qui a commencé de façon, on va dire, très spontanée, qui est assez rapidement, le groupe s'est retrouvé face à des grosses difficultés techniques. Il a été
accompagné à ce moment-là par des maîtres d'œuvre, des architectes financés par la ville en l'occurrence, et il a sorti son immeuble. Voilà. Et bien sûr, en autopromotion, on retrouve beaucoup plus de générosité en matière d'espace collectif, des laveries collectives, enfin bon, voilà, donc de nouvelles orientations. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui, encore une fois, de l'autre côté du Rhin, c'est pas très loin, est beaucoup plus répandu que chez nous. Et donc là, il y a peut-être des choses qui pourraient connaître dans les années à venir des développements beaucoup plus importants. Promoteur Alain Dinin, donc. Si je peux me permettre sur deux sujets. Alors, je vais rebondir rapidement sur l'anecdote de Nanterre. Et c'est un sujet anecdotique, c'est pas un signal faible. Il se trouve que les logements qui ont été construits ainsi sont un petit peu plus chers que les logements neufs qu'un promoteur aurait pu obtenir avec sa marge. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt pour le client, sauf les soucis ou l'exercice pour des retraités de s'occuper de ce genre de... Non, enfin, les prestations, en plus, ils n'ont pas les moyens des prestations. Donc, parce que bon, mais bon, peu importe, c'est anecdotique. Par contre, sur les signaux faibles que vous évoquez, là, on a une problématique, et peut-être que je peux faire appel ici aux opérateurs et aux professionnels qui sont dans cette salle. C'est qu'effectivement, on sent bien qu'il y a cette demande. On parlait de colocation à destination d'autres types de populations. On parle aussi d'immeubles à mixité générationnelle. Il nous faut, entre le moment où on voit un terrain et le moment où on va livrer un produit, il nous faut environ 30 mois, tout compris, voilà. Quand tout va bien, hein, voilà. Et en plus, on est sur des sujets où le rendement, la capacité pour des opérateurs privés de fabriquer de l'argent, puisque c'est notre objectif quand même, on est là pour exister longtemps, les emplois qu'on génère, etc., font qu'on est tenu à avoir un rendement. On est quand même sur de la prospective dont on ne sait pas très bien au final si on va trouver une équation économique en face. Alors, où on est dans des économies partagées, chacun dans son coin, où à un moment donné, on se dit à quelques-uns, et si on créait un groupement, une espèce de société commune qui prendra ce type d'initiative et qui mettra un petit peu d'argent, pro bono, on va dire au départ, mais avec vocation à tester ce type de marché. Il y aura bientôt dans les annonces autour des grands professionnels de l'immobilier, l'ancien, le neuf, quelque chose qui montre que le partage est possible et que la possibilité de se mettre tous ensemble pour un objectif commun est jouable. Dans ces sujets-là, sur les signaux faibles, si ça vient de quelques sociétés qui, de leur côté, font le truc, ça va être très marginal. Si on veut tester grandeur nature quelques sujets, à un moment donné, il faudra se mettre ensemble, oublier nos particularismes régionaux, locaux ou les personnalités pour essayer de fabriquer quelques objets et puis de se dire, voilà, on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis après ça, au fond, les banquiers ont donné un bon exemple sur ces sujets-là, c'est le GIE de la carte bancaire, au fond. Vous avez réussi à vous mettre ensemble sur... On a un objet commun à fabriquer, puis ensuite, vous avez plugué, si je peux me permettre cette expression, chacun votre offre commerciale. Donc, ce n'est pas parce que demain matin, on aurait fait ensemble un produit colocatif ou un produit mixité générationnelle qu'ensuite, chacun de nous ne pourrait pas reprendre son autonomie sur l'approche commerciale du produit, sur le marketing, sur les prestations dedans, etc. Mais ces sujets-là nécessitent tellement d'investissement en argent et tellement de temps pour le faire, comme tous les sujets digitaux aussi, hein, tous ces thèmes-là, qu'à un moment donné, si on ne fait pas cette bascule, on va vieillir et puis on aura quelqu'un qui, comme Kodak, plus que Uber. Hein. Uber, pour moi, c'est quelque chose sur la relation client. Bon, alors la relation client, ça c'est notre domaine à chacun. Kodak, ils avaient trouvé le film numérique, ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'est une entreprise qui a déposé le bilan alors qu'elle existait depuis presque 100 ans et qu'elle employait... Voilà, et en 2012, pas il y a 25 ans, en 2012, elle a déposé le bilan parce qu'elle n'a pas vu ça. Mais elle savait, puisqu'ils avaient le brevet, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Nous aussi, on a le brevet. On sait que demain matin, les populations changent, que le mode d'habitat change, que le monde a changé, la connexion, les services, etc. Bon, ben, est-ce qu'on le fait chacun de son côté ou est-ce qu'on le fait ensemble ? Je suis, ce qui n'est pas, c'est pas souvent pour ceux qui me connaissent bien, je suis plutôt perso, hein, mais pour une fois sur ces, voilà, je vois. Collectif. Il y a des gens qui me connaissent dans la salle, surtout devant, ils sont tous en train de ricaner là. Bon, c'est vrai que je travaille pour Nexity et que je suis là pour défendre mon entreprise, mais dans les perspectives que l'on évoque là, on a intérêt à un moment donné de mettre nos moyens financiers et nos intelligences ensemble. Et c'est cette intelligence-là qui fera que
dans 10 ans, on continuera de faire ce métier et qu'il y aura de moins en moins d'initiatives atypiques, anormales, dangereuses pour les particuliers. L'histoire du crowdfunding et de la promotion individuelle, la garantie trentenaire, les décennales et tout ça, bonjour quand ils vont se retrouver face aux problèmes. Et donc, voilà, ça nécessite un changement aussi dans nos mentalités. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. Si je devais faire un appel, il serait de cette nature-là. Mais merci Alain. Yves Lafoucrière, sur ce jouet collectif. Oui. Très rapidement, sur l'idée de travailler collectivement sur des innovations, on est bien évidemment partant. Je pense que 1 + 1 à ce moment-là ne fait pas 2, mais peut faire 2,5, voire 3. Mais je voudrais revenir sur Airbnb pour dire clairement qu'en tout cas dans le domaine du logement social, on est bien évidemment totalement contre, puisque à partir du moment où on passe notre temps à enquêter nos locataires une fois par an pour savoir si c'est bien eux qui occupent les logements, il est hors de question de laisser des phénomènes de sous-location. Au-delà de ça, par contre, le coworking, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On a vu émerger beaucoup de demandes sur des programmes qu'on produit de crèches, la nécessité de mettre des crèches à la demande des maires, mais même au-delà des maires, tout simplement d'initiatives privées. Et je dirais ce qui va avec, c'est tout ce qui va permettre de rapprocher l'emploi du lieu de travail. Et nous, chez 3F, on développe dans pas mal de programmes des pieds d'immeubles. Vous savez, autrefois, il y avait le local collectif résidentiel, une espèce de local associatif qui devait servir à la vie collective. Tout ça n'a jamais servi à grand-chose ou assez exceptionnellement. Mais l'idée de développer des espaces de coworking dans un certain nombre de sites me paraît une très bonne piste et nous, on avance là-dessus. Eh bien, merci messieurs. Une dernière question peut-être ? Oui, il y a une dernière question juste là. Ici. Vous avez un micro normalement. Le micro arrive. Oui, Franck Dars du groupe Astria Action Logement. Le problème du logement de demain, c'est la pénurie du logement. Alors peut-être pas au niveau national. Et effectivement, les 500 000 logements, ça veut peut-être pas dire grand-chose. En revanche, au niveau de l'Île-de-France, la pénurie, elle s'installe sur des décennies, tel que c'est parti. Donc, on a fait des analyses techniques sur les équipements, la participation bancaire, un certain nombre d'éléments techniques qui sont extrêmement importants. Mais l'intelligence collective dont on parlait, il faut pouvoir la partager aussi avec les élus. Il faut avoir envie de construire. Et le problème, il se pose déjà à ce niveau-là. Et cette question-là, on ne l'a pas abordée. Elle n'est pas technique. Elle est d'ordre, je ne sais pas, peut-être psychologique. En tout cas, il faut donner envie à nos élus de construire. Il faut leur montrer l'intérêt qu'ils peuvent en avoir, parce que les inconvénients, c'est qu'ils les connaissent tous. Donc cette question-là, elle reste à débattre. J'ai cru comprendre qu'on leur avait quand même donné envie, moi, mais bon, oui. Alain Dinin. Écoutez, j'ai cru voir Yann Brossa qui est arrivé tout à l'heure. Il dira s'il a envie de construire du logement pour la ville de Paris. Hein. Très bien. Au-delà de ça, Alain Weber ? Oui, je crois qu'on a quand même abordé différents aspects de la question en disant que, évidemment, il faut leur donner envie, il faut même quelquefois les y inciter fortement. Ça reste à un certain niveau une exigence nationale. Donc voilà, il y a certaines questions qui n'interpellent pas que l'élu, qui ne sont pas que de la responsabilité de l'élu, mais qui restent du domaine de la solidarité nationale. Et que pour ceux qui ont envie mais qui n'ont pas les moyens, comme on l'a évoqué, il faut changer d'échelle en matière d'aide aux maires bâtisseurs. Donc incitation forte, voire contrainte, mais aussi moyens financiers pour pouvoir construire lorsque la collectivité est trop faible pour pouvoir le faire toute seule. Le passage à l'agglomération devant, dans la plupart des cas d'ailleurs, résoudre le problème de la commune trop pauvre. Parce qu'en général, dans une agglomération, il y a des communes riches et des communes pauvres, donc il y a un effet de péréquation. C'est pour ça aussi qu'on pense que la bonne échelle, c'est celle de l'agglomération. C'est bien rare que dans une agglomération, il n'y ait pas un équilibre entre communes riches et communes pauvres. Ah, une dernière intervention. Un petit mot rapide pour Franck Dars. Je pense honnêtement que le monde HLM a une grande responsabilité là-dessus, parce qu'on a produit massivement de logements dans les années 60-70, qui ont été très utiles pour répondre à une demande quantitative très forte. Et après, bien souvent, je dirais avec la désindustrialisation d'un certain nombre de sites, on n'a pas su accompagner les mutations immobilières qu'il fallait faire. Et on a laissé se ghettoiser des quartiers, et c'est ça qui a conduit beaucoup de maires à avoir une image caricaturale de la construction, et notamment de la construction de logements sociaux. Mais notamment avec toutes les politiques de renouvellement urbain qui ont été menées depuis 10 ans, on peut donner une autre image.
Et moi, je vois beaucoup d'élus maintenant qui reviennent et qui se rendent compte qu'il faut quand même bien loger les enfants des habitants de la ville, faire revenir les personnes âgées en centre-ville. Simplement, il faut dialoguer avec eux et savoir bien comprendre quels sont leurs besoins. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci d'avoir participé à cette table ronde sur le logement de demain. On va tout de suite passer à la seconde table ronde. J'ai une dernière chose à dire. Le rapport de l'Institut Montaigne est dans le sac qu'on vous remettra à la sortie, tout comme celui de Terra Nova. Bravo.